Lors de son enterrement de vie de garçon, son ami ivre a publié « Dernière soirée avec sa maîtresse avant de mettre le grappin sur la riche ». J'ai fait une capture d'écran avant qu'il ne le supprime. Puis j'ai annulé le mariage avec « Mariage annulé ». Voir ci-dessus pour savoir pourquoi. Je m'appelle Vivian Arlot. J'ai 31 ans et j'ai annulé mon propre mariage avec une simple publication sur Instagram. Si vous me rencontriez sur papier, vous penseriez probablement que je suis le choix de la sécurité. Je travaille comme responsable en ingénierie logicielle, je gagne environ 160 000 $ par an, je possède un appartement de 2 chambres en ville, je conduis une voiture fiable et sans ostentation, et j'ai suffisamment d'économies pour que mon conseiller financier sourie lorsque nous nous rencontrons. Je ne suis pas riche au point d'avoir un jet privé, mais je suis à l'aise, stable, prévisible. C'est ainsi que la famille de mon fiancé aimait me décrire quand ils pensaient que je ne pouvais pas les entendre. Stable, prévisible, la riche. J'étais avec Adam Carter depuis 4 ans, fiancé depuis 1 an. Nous nous sommes rencontrés alors que nous étions tous les deux en pleine ascension professionnelle. À l'époque, nous partagions les factures, célébrions les promotions avec du champagne bon marché, et nous nous disputions pour savoir qui choisirait la série Netflix. Quelque part en chemin, ma carrière a décollé un peu plus vite que la sienne. Augmentation, promotion, action en bourse. Soudain, c'était moi qui avais le plus gros salaire, la voiture payée et l'appartement à mon nom. La mère d'Adam a ri la première fois qu'elle a découvert combien je gagnais. « Adam, tu as vraiment décroché le gros lot », a-t-elle dit en lui tapotant le bras. Ne gâche pas tout. Des femmes comme Vivian, on n'en croise pas 2 fois. C'était censé être une blague. Mais cela n'en avait pas l'air. Au moment de nos fiançailles, il était tacitement admis que je paierais la majeure partie du mariage. Et je l'ai fait, sans vraiment remettre cela en question. L'acompte pour la salle, le traiteur, le groupe de musique, la photographe, les fleurs. Environ 45 000 $. Le tout, soigneusement suivi dans des tableurs et des dossiers partagés. Adam et sa famille s'occupaient des décorations, des fêtes prénuptiales, et des voyages d'enterrement de vie de garçons et de jeunes filles, bref, les trucs amusants. 2 semaines avant le mariage, Adam est parti pour un long week-end d'enterrement de vie de garçon dans une station balnéaire, avec ses garçons d'honneur. Des photos ont commencé à affluer, voiturettes de golf, piscine d'hôtel, verres de shots alignés sur des comptoirs de bar collants. Il m'a embrassé le front à l'aéroport, a promis de m'envoyer un message chaque soir et a dit « La prochaine fois que nous prendrons l'avion ensemble, nous serons mari et femme ». Je suis resté à la maison. J'avais un lancement de produit prévu au travail, et l'idée de faire du babysitting pour un groupe d'hommes ivres, portant des t-shirts assortis, me donnait juste envie de m'allonger. De plus, je faisais confiance à Adam, ou du moins, je le pensais. Jeudi soir, j'étais au lit, mon ordinateur portable fermé, mon cerveau bourdonnant encore des revues de code et des réunions budgétaires. J'ai ouvert Instagram par automatisme, comme on le fait quand on est trop fatigué pour penser, mais pas assez pour dormir. Un défilement machinal, des chiens, des recettes, une fille du lycée faisant du yoga sur une montagne. Puis, une story de Liam, l'un des garçons d'honneur d'Adam, est apparue. Liam était le bruyant du groupe, perpétuellement à moitié ivre, racontant toujours des histoires qui mettaient tout le monde mal à l'aise par procuration, le genre d'homme qui pensait que c'était charmant d'appeler les femmes des « pépés ». J'ai failli passer son petit cercle en haut de l'écran, mais mon pouce a hésité quand j'ai vu le bar de l'hôtel dans la première image. J'ai appuyé. La première vidéo montrait Adam et ses amis dans un bar bondé, criant les paroles d'une chanson que je n'arrivais pas tout à fait à entendre. La deuxième était un plan flou de shot de tequila englouti cul sec. Le chaos habituel d'un enterrement de vie de garçon. Ma poitrine s'est un peu serrée, mais j'ai continué à regarder. Puis il y a eu la dernière image. Une photo, pas une vidéo cette fois. Adam assis sur un tabouret de bar, les cheveux humides, son sweatshirt à moitié déboutonné. À côté de lui, pratiquement sur ses genoux, se trouvait une femme que je n'avais jamais vue auparavant. Sa robe était courte, son bras était enroulé autour de son cou, et sa main à lui était posée sur sa cuisse. La légende en haut de l'écran disait « Dernière nuit avec sa maîtresse avant qu'il ne verrouille la riche, il faut bien avoir le beurre et l'argent du beurre ». En dessous, il avait tagué Adam et 2 des autres garçons d'honneur. Pendant une seconde, j'ai honnêtement cru que mes yeux me jouaient un tour. Je l'ai relu encore et encore. Les mots ne changeaient pas maîtresse. Verrouille la riche. Le beurre et l'argent du beurre. Mon cerveau a fait ce truc où il zoome avant et arrière en même temps.
J'avais l'impression de regarder la vie de quelqu'un d'autre, le fiancé d'une inconnue avec la maîtresse d'un inconnu. Puis mon nom a clignoté dans ma tête, tel qu'il apparaissait sur nos invitations. Vivian Harlow et Adam Carter. C'était moi, la riche. Mon pouce a bougé avant que le reste de mon corps ne comprenne. Capture d'écran. Une autre. Une troisième, juste au cas où. Je savais que ça ne durerait pas. Les hommes comme Liam peuvent être négligents, mais ils ne sont pas stupides. J'ai actualisé la story. Disparu. Peut-être 20 secondes s'étaient écoulées entre le moment où je l'ai vue et le moment où elle a disparu. Suffisant. J'ai fixé la photo figée dans ma galerie, les petites icônes en montrant le profil tagué d'Adam. Mon cœur battait si fort que mes mains tremblaient. La pièce semblait trop silencieuse, comme si les murs attendaient de voir ce que j'allais faire. La première impulsion fut évidente, appeler Adam. Exiger une explication. Demander qui elle était, pourquoi sa main était sur sa jambe, pourquoi son ami pensait que c'était une blague que le monde entier avait besoin de voir. Mon doigt a plané au-dessus de son contact. Puis j'ai entendu la voix de mon père dans ma tête, telle qu'elle résonnait il y a des années, quand ses propres papiers de divorce étaient encore frais. Une fois que tu connais la vérité, disait-il en fixant son café, prétendre le contraire fait juste de toi une imbécile 2 fois. J'ai posé mon téléphone. À la place, j'ai ouvert mon ordinateur portable et cliqué sur le dossier de mariage partagé. Le tableur était toujours coloré et soigné, comme je l'aimais. Des onglets pour les fournisseurs, la liste des invités, le budget, le calendrier. À côté du nom de chaque fournisseur se trouvait ma note, acompte, montant, solde dû, conditions d'annulation. Mon curseur a plané sur le premier, salle Riverside Hall. J'ai ouvert notre fil de mail et commencé à taper. Bonjour, en raison de circonstances imprévues, je dois annuler notre réservation de mariage prévue à la date du. Veuillez confirmer le montant final dû selon les termes de notre contrat et appliquer l'acompte en conséquence. Copier, coller, coller encore. J'ai descendu méthodiquement la liste. Salle, traiteur, photographe, groupe, fleuriste. Avec chaque email, la forme de mon avenir changeait. Je pouvais voir les chiffres s'additionner au fond de mon esprit. La salle était déjà non remboursable à ce stade, 12 000 $ partis en fumée. Le contrat du traiteur stipulait 50% en cas d'annulation dans les 30 jours. Le groupe et le fleuriste garderaient leurs acomptes. La photographe garderait le sien. Au moment où j'ai terminé, mon calcul mental approximatif m'indiquait que j'allais perdre entre 22 000 et 25 000 $. J'ai fermé les yeux, inspiré, et laissé ce chiffre s'installer dans ma poitrine. Moins cher que d'épouser un homme qui a couché avec une autre lors de son enterrement de vie de garçon. Quand le dernier email a été envoyé, j'ai ouvert Instagram à nouveau, cette fois non pas pour faire défiler, mais pour publier. J'ai choisi la capture d'écran la plus claire de la story de Liam. Adam sur le tabouret de bar, la femme drapée sur lui, la légende sur sa maîtresse et la riche, nette et indéniable. Puis j'ai commencé à taguer, la famille, mes amis, ses amis, les collègues qui avaient déjà acheté des billets d'avion, les gens qui avaient répondu présent, oui, tous ceux qui comptaient assez pour me voir en robe de mariée dans 2 semaines. Pour la légende, j'ai tapé « Le mariage est annulé ». Voir ci-dessus pour la raison. Je suis désolé pour tous ceux qui ont fait des projets ou acheté des cadeaux. Le marié pourra expliquer le reste. Je l'ai relu 3 fois. J'ai pensé à adoucir le message, à dire que nous avions décidé, ou que les choses n'avaient pas marché. Puis j'ai pensé à la femme sur la photo, à la main sur sa cuisse, et à la façon dont ma future belle-mère m'appelait, la riche, comme si j'étais un compte d'investissement ambulant. Non. J'ai appuyé sur publier. Pendant un moment, rien ne s'est passé. La photo est restée sur mon écran, une petite bombe carrée, la légende en dessous, propre et simple. Mes mains tremblaient encore quand j'ai verrouillé mon téléphone et l'ai posé face contre terre sur la table de nuit. Je l'ai éteint complètement après ça. Pas de vibration, pas de notification, aucune chance que la version de quelqu'un d'autre ne m'atteigne avant que je puisse respirer. Je m'attendais à ce que l'adrénaline me tienne éveillé toute la nuit. Je m'attendais à creuser un sillon dans le sol de ma chambre à force de faire les 100 pas, à rejouer chaque conversation avec Adam, chaque signal d'alarme presque oubliable, chaque fois que ses amis plaisantaient sur une dernière virée sauvage. Au lieu de cela, je me suis allongé de mon côté du lit, le lit que nous avions partagé jusqu'à ce qu'il déménage chez ses parents pour les semaines précédant le mariage par tradition, et j'ai fixé le plafond.
Pour la première fois depuis des mois, il n'y avait pas de nœud dans mon estomac à propos de ces réponses tardives, pas de calcul anxieux pour savoir si j'étais trop exigeante ou folle de vouloir être rassurée. J'ai chuchoté les mots de mon père dans l'obscurité. Une fois que tu connais la vérité. Quelque part entre cette phrase et la pensée suivante, mon corps a décidé pour moi. Je me suis endormi, et j'ai dormi comme une personne qui avait enfin arrêté de se mentir à elle-même. Quand j'ai rallumé mon téléphone le lendemain matin, il a failli tomber du comptoir à force de vibrer. Les notifications affluaient si vite que l'écran buguait. Pendant un moment, je l'ai juste regardé alors que la machine à café sifflait derrière moi, comme si l'univers me donnait quelques secondes pour me préparer avant l'impact. Une fois que tout a chargé, les chiffres étaient presque comiques. Des douzaines d'appels manqués d'Adam, près de 20 de sa mère, plusieurs de son père et de sa sœur, et des centaines de SMS et de messages privés empilés dans de longues colonnes illisibles. Je n'avais même pas encore touché ma tasse, et la journée ressemblait déjà à une tempête me traversant de part en part. Le premier message vocal que j'ai ouvert venait de sa mère. Sa voix a hurlé si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. « Vivian, comment oses-tu faire ça à mon fils? Rappelle-moi immédiatement. » Immédiatement. Le suivant venait de son père, exigeant une explication, sur le champ. Puis sa sœur Alissa, criant que c'était juste une blague et que je devais supprimer la publication instantanément. Ensuite, les messages d'Adam ont commencé à arriver en une chaîne frénétique. Il commençait par être confus, demandant ce qui se passait, puis basculait rapidement dans la colère, puis les supplications, puis les menaces de venir si je ne décrochais pas. C'était tous les stades émotionnels possibles, sauf la responsabilité. J'ai posé le téléphone et laissé le reste affluer sans les lire. Un message vocal m'a arrêté net. Il venait de Liam, le garçon d'honneur qui avait posté la story, l'horodatage indiquant qu'il avait été laissé vers 3 heures du matin. Dès que je l'ai lancé, j'ai su qu'il était ivre avant même qu'il ne finisse le premier mot. Sa voix tremblait et était pâteuse, le genre qui est toujours suivi d'une excuse que personne n'a demandé. Vivian. Oh mon Dieu, je suis tellement désolé. Je ne voulais pas que tu vois ça. J'étais défoncé. C'était censé être une blague. Enfin, pas une blague, mais genre. Tout le monde savait que tu n'étais pas censé le voir. Écoute, Adam t'aime, d'accord? Vraiment. Le truc de la maîtresse est réel, mais c'est pas sérieux. C'est juste pour le fun. Tout le monde fait ça. S'il te plaît, ne gâche pas sa vie pour ça. J'ai senti quelque chose en moi s'aplatir, comme si une partie de moi qui s'accrochait encore à la possibilité d'un malentendu s'était enfin tue. Ce n'était pas le radotage d'ivrogne qui comptait. C'était l'honnêteté en dessous, le genre que les gens ne révèlent que lorsque leur garde est baissée. J'ai sauvegardé le message vocal, l'ai mis sur mon cloud, puis me le suis envoyé par email 2 fois. Je n'allais pas risquer qu'il disparaisse comme la story Instagram. Puis un numéro inconnu a appelé. J'ai décroché sans réfléchir et l'ai immédiatement regretté. « Qu'avez-vous fait à mon fils » a hurlé la mère d'Adam, sautant toute salutation. « Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez provoqué ?» J'ai mis fin aux fiançailles, ai-je dit, gardant ma voix plus stable que je ne me sentais. Votre fils a triché. Cette publication était une blague. Une blague stupide d'ivrogne. Vous l'avez humilié pour rien. Si ce n'était rien, ai-je demandé calmement, pourquoi Liam l'a-t-il supprimé 20 secondes après l'avoir posté? Silence. Pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à crier, il y eut une pause assez longue pour que j'entende ma propre respiration. J'ai failli raccrocher là, mais elle a repris de plus belle. Vous n'avez aucune preuve qu'Adam a triché. Une légende ne prouve rien. J'ai le message vocal de Liam, ai-je dit. Celui qu'il a laissé à 3 heures ce matin. Celui où il admet tout. Un autre long silence. Quand elle a finalement parlé à nouveau, sa voix était plus froide. Vous allez le regretter. Nous avons dépensé des milliers pour ce mariage. Vous allez nous rembourser chaque centime. J'ai déjà payé 45 000 $, ai-je répondu. Et les frais d'annulation vont me coûter encore 22 ou 25 000 $. Votre future ex-belle-fille peut garder sa robe. Vous êtes libre de me poursuivre si vous le souhaitez. J'ai raccroché. J'ai passé les heures suivantes à confirmer les annulations. La plupart des fournisseurs étaient compatissants, de cette manière feutrée et douce qu'ont les gens quand ils ne veulent pas poser de questions, mais qu'ils comprennent déjà trop bien. Le gérant de la salle a même posé son porte-bloc,
m'a regardé dans les yeux et a dit qu'il ne facturait pas les frais d'annulation supplémentaires parce que j'en avais déjà assez bavé. Le traiteur a résisté sur les termes du contrat jusqu'à ce que je pointe la clause exacte, puis a cédé. Je regardais le coût s'accumuler en temps réel, des acomptes que je ne reverrai jamais, des pourcentages avalés par des politiques que j'avais signés il y a des mois, les séquelles financières d'un avenir dont je ne voulais plus. Je pensais que le pire était passé jusqu'à ce que je reçoive un email d'un cabinet d'avocats représentant la famille d'Adam. Ils exigeaient le remboursement de tous les frais liés au mariage qu'ils estimaient que j'avais, frauduleusement induit, de la robe de sa mère aux décorations de la fête prénuptiale, en passant par les dépenses du week-end des garçons d'honneur. Ils m'accusaient de préjudice moral, de diffamation et d'humiliation publique. Je l'ai transféré à mon ami de la fac de droit avec une seule question, et maintenant? Il m'a rappelé presque immédiatement, riant si fort qu'il pouvait à peine respirer. C'est la chose la plus drôle que j'ai lue de l'année, a-t-il dit. Ils sont sérieux, là. Mortellement sérieux. Alors dis-leur d'aller se faire voir. Je vais rédiger la réponse. Pro bono. Parce que je ne veux absolument pas rater ce cirque. Je me suis effondré sur mon canapé après l'appel, épuisé, le téléphone vibrant toujours au loin dans la pièce. J'avais l'impression que tout se passait trop vite et trop fort. Mais sous ce chaos, il y avait aussi une étrange sorte de clarté, comme si j'étais sorti d'un long couloir brumeux et que je pouvais enfin voir une porte se fermer derrière moi. Pour la première fois depuis mon réveil, j'ai expiré. La réponse par email de mon ami avocat est partie le même après-midi, froide et professionnelle, disant à la famille d'Adam poliment mais fermement de cesser de me contacter et que leur réclamation n'avait aucun fondement juridique. Pendant quelques heures après ça, mon téléphone est resté étonnamment silencieux. J'ai presque cru que l'orage passait. Puis, en début de soirée, ma sonnette a retenti. Au début, j'ai cru que c'était un colis. J'ai même marché vers la porte, nonchalamment, toujours en survêtement, café à la main. Mais quand j'ai vérifié la caméra de la sonnette, Adam se tenait là, sur le palier, les épaules affaissées, les yeux gonflés. Ses cheveux étaient en bataille, comme s'il les avait griffés toute la journée. Il ne ressemblait en rien à l'homme sur cette photo d'enterrement de vie de garçon. Pas de bravade, pas d'arrogance, juste une énergie frénétique, presque paniquée. Il a frappé une fois, puis deux, puis plus fort. « Vivian » a-t-il crié, essayant de paraître calme, mais échouant misérablement. « Je sais que tu es là. Il faut qu'on parle. » Je n'ai pas ouvert la porte. À la place, j'ai appuyé sur l'interphone. « Il n'y a rien à dire » ai-je dit. Il s'est figé une seconde, regardant directement la caméra. « Tu ne peux pas juste jeter 4 ans comme ça. »« C'est toi qui les as jetés » ai-je répondu. « Pas moi. »« Ce n'était pas écoute Vivian, c'était une erreur, une nuit. »« Tu vas vraiment tout arrêter pour ça ?» Les mots m'ont frappé comme une douche froide. Il ne l'avait même pas nié cette fois. Pas comme un homme innocent le ferait. Pas comme quelqu'un qui serait vraiment pris au dépourvu. Mon estomac s'est noué. Donc, tu admets que tu as triché. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il a passé une main dans ses cheveux et s'est rapproché de la porte. Nous étions techniquement en pause. Non, ai-je dit, nous étions fiancés, vivant ensemble jusqu'au mois dernier, planifiant un mariage. Nous n'étions pas en pause. Tu es ridicule, a-t-il claqué, sa voix devenant soudainement tranchante. Les relations reposent sur le pardon. Tu es censé te battre pour nous. Je suis censé épouser quelqu'un qui me respecte, ai-je dit. Et ce n'est pas toi. Pas, Adam. Il a continué à faire les 100 pas devant la porte, se parlant à lui-même, secouant la tête, attrapant la poignée même s'il savait qu'elle était verrouillée. Après une autre minute, il s'est laissé glisser au sol, appuyé contre la porte, les 2 paumes pressées à plat contre elle. « Je ne pars pas » a-t-il dit. « Pas tant que tu ne me parles pas face à face comme une adulte. Alors j'appelle la police. » Il a cligné des yeux et, pendant une seconde, il a eu l'air de penser que je bluffais. Ce n'était pas le cas. Il a fallu moins de 15 minutes aux officiers pour arriver. De l'intérieur de mon appartement, j'ai regardé par le Judas Adam se relever précipitamment, époussetant ses vêtements comme si cela pouvait effacer la dernière demi-heure. Les officiers lui ont parlé en premier. Puis l'un d'eux est venu me parler. « Madame » a-t-il dit doucement. « Il nous a dit que vous êtes fiancés. »« Nous l'étions » ai-je dit. Au passé. J'ai mis fin aux fiançailles quand j'ai découvert qu'il me trompait.
Je lui ai dit plusieurs fois de ne pas me contacter. Il est venu ici quand même. Pouvez-vous me montrer où vous lui avez dit de ne pas vous contacter? Je lui ai tendu mon téléphone déverrouillé, les SMS ouverts sur le bon fil de discussion. Il a fait défiler une fois, a hoché la tête et me l'a rendu. Compris. Puis il s'est tourné vers Adam. Monsieur, elle vous a clairement demandé de ne pas la contacter. Vous devez partir. Si vous revenez ici, elle pourra demander une ordonnance restrictive. Adam avait l'air abasourdi, comme si quelqu'un l'avait giflé. Il a ouvert la bouche pour argumenter, mais l'officier l'a fait taire d'un regard ferme. Finalement, Adam a reculé, marmonnant quelque chose dans sa barbe, et a descendu le couloir. Dès que la porte s'est refermée, mon corps a tremblé si fort que j'ai dû m'asseoir sur le canapé. Je pensais que ce serait la fin des confrontations physiques, du moins. Mais le lendemain matin, alors que j'étais au travail en train de revoir des maquettes de conception avec mon équipe, la sécurité a appelé mon bureau. Vivian, il y a un homme ici qui insiste pour vous voir. Il dit qu'il est votre beau-père. Mon cœur a chuté. Non, ai-je dit immédiatement. Il ne l'est pas, eh bien, il refuse de partir. Le temps que j'arrive en bas, le père d'Adam était dans le hall, le visage rouge, criant après le pauvre agent de sécurité qui essayait de rester professionnel. Dès qu'il m'a repéré, il s'est tourné et m'a pointé du doigt. « Te voilà » a-t-il aboyé. « Trop lâche pour me faire face, hein ? Il n'y a rien à affronter, ai-je dit, gardant mes distances. Dites à votre fils d'arrêter de me contacter. Vous avez humilié toute notre famille, a-t-il hurlé, s'avançant vers moi. Ma femme n'ose plus se montrer à l'église. Mon fils est sous médicaments à cause de vous. C'est malheureux, ai-je dit en restant calme. Mais votre fils a fait des choix. Ce sont les conséquences. Conséquences, a-t-il ricané. Nous avons dépensé des milliers. Des milliers pour ce mariage, et vous avez tout détruit. Votre avocat a envoyé une lettre de mise en demeure, ai-je dit. Le mien a répondu. Poursuivez-moi si vous voulez. Vous perdrez. Son visage s'est tordu de fureur. Espèce de petite arrogante. L'agent de sécurité est finalement intervenu, s'interposant entre nous. Vous devez partir maintenant ou nous impliquons la police. Le père d'Adam m'a foudroyé du regard, comme s'il voulait mémoriser mon visage pour le graver dans sa mémoire par pure rancune. Puis il a pointé un doigt vers moi. Ce n'est pas fini. Puis il est sorti en trombe. Cela aurait dû s'arrêter là. Mais dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à recevoir des messages de numéros inconnus, insultes, menaces, notes vocales dégoulinantes de suffisance et de cruauté. Certains me disaient que je mourrais seul. D'autres me disaient qu'Adam méritait mieux. Une femme, probablement une cousine ou une parente éloignée, m'a dit que j'avais ruiné l'avenir d'un homme bon. J'ai déposé une main courante, non pas parce que je pensais que cela aboutirait à quelque chose, mais parce qu'à ce stade, la documentation comptait. Puis, comme si la semaine n'avait pas été assez surréaliste, mon avocat a rappelé. Alors, ils sont allés jusqu'au bout. Jusqu'au bout de quoi? Le dépôt de la plainte. Aux petites créances. 12 000 $. C'est le maximum qu'ils peuvent tenter d'obtenir. J'ai laissé échapper un rire sans humour. Pourquoi exactement? Oh, tout, a-t-il dit. Robe de mariée, voyage d'enterrement de vie de jeune fille, chaussures, invitations, en gros tout ce à quoi ils peuvent penser. Peuvent-ils gagner? Il a fait claquer son stylo contre quelque chose à l'autre bout du fil. Absolument pas. Mais tu dois te présenter. Apporte la capture d'écran, le message vocal, les SMS, tout. Il a fait une pause. Et prépare-toi mentalement. Les familles comme celle-ci ne partent pas en silence. Il n'avait pas tort. Et le pire, c'est que toute cette saga ne faisait que commencer. Le jour du tribunal est arrivé exactement 6 semaines après que la photo de l'enterrement de vie de garçon ait fait exploser ma vie. Je me suis réveillé étrangement calme, comme si mon corps avait enfin accepté que nous entrions dans un cirque et avait décidé d'économiser son énergie. Je me suis habillé soigneusement, j'ai imprimé chaque élément de preuve, je les ai glissés dans un dossier et j'ai retrouvé mon ami avocat devant le palais de justice. Il avait l'air d'assister à un spectacle comique, pas à une procédure judiciaire. À l'intérieur de la salle d'audience des petites créances, toute la famille d'Adam remplissait un côté des bancs, comme s'il assistait à une remise de diplômes, parents, sœurs, grand-mère,
2 tantes et un oncle. Leur visage était tendu, les muscles de la colère contractés dans une désapprobation synchronisée. Je me suis assise avec mon avocat de l'autre côté, juste nous deux, une île douloureusement silencieuse. Notre affaire a été appelée. Le père d'Adam s'est levé immédiatement, bombant le torse, se comportant comme un homme qui croyait que l'indignation équivalait à la droiture. Le juge lui a demandé d'expliquer pourquoi il réclamait 12 000 $. Ma fille. Je veux dire la fiancée de mon fils, a annulé leur mariage moins de 2 semaines avant la date, a-t-il dit. Nous avons payé pour les robes, les fêtes, les voyages, les invitations, tout. Nous avons agi de bonne foi, et elle. Elle nous a humiliés. C'est une compensation pour le préjudice financier qu'elle a causé. Le juge a feuilleté le dossier qu'ils avaient soumis. Et pourquoi a-t-elle annulé le mariage? Son père a hésité. Il y a eu un désaccord. Quel genre de désaccord, a insisté le juge. Je ne crois pas que la vie personnelle de mon fils devrait être. C'est pertinent, a dit le juge. Pourquoi le mariage a-t-il été annulé? Le père d'Adam a vacillé, la sueur perlant à la racine de ses cheveux. Mon avocat s'est levé. Votre honneur. Ma cliente a découvert des preuves que son fiancé avait été infidèle. Nous avons de la documentation. Le juge a tendu la main. Mon avocat lui a passé la capture d'écran imprimée et le message vocal transcrit. Le juge a lu la capture d'écran lentement. Puis il a lu la transcription du message vocal. Ses sourcils se sont levés à mi-chemin. Il a levé les yeux. Donc, a dit le juge en se tournant vers le père d'Adam. Votre fils trompait sa fiancée. C'était une blague, a insisté le père. Un garçon d'honneur ivre faisant une blague stupide. C'est tout. La transcription du message vocal montre que le garçon d'honneur a admis que ce n'était pas une blague, a dit le juge. Il a dit que c'était réel. Il était intoxiqué, a argumenté désespérément le père d'Adam. Vous ne pouvez pas prendre ça au sérieux. Le juge a fermé le dossier. Si votre fils a été infidèle, elle avait le droit de mettre fin aux fiançailles. Vous ne pouvez pas poursuivre quelqu'un pour avoir refusé d'épouser une personne qui l'a trompé. Mais elle l'a posté publiquement. A laissé échapper le père. Elle a humilié toute notre famille. Mon fils est en thérapie à cause de ce qu'elle a fait. Si votre fils ne voulait pas que les gens soient au courant de son comportement, a dit le juge d'un ton égal, il n'aurait pas dû avoir ce comportement. Affaire classée. Le marteau n'a pas claqué fort. Il a juste tapé doucement, mais cela a résonné comme la chute d'une blague. Mon avocat a eu un petit sourire en coin. Le père d'Adam avait l'air sur le point d'exploser un vaisseau sanguin. Nous avons quitté la salle d'audience. Je pensais que c'était la fin. Mais bien sûr, ce n'était pas le cas. Sur le parking, la mère d'Adam m'a intercepté comme si elle attendait en embuscade. J'espère que vous êtes satisfaite, a-t-elle sifflé. Plutôt satisfait, en fait, a marmonné mon avocat à côté de moi. Elle l'a ignoré. Son énergie était focalisée sur moi comme un laser. Elle prend des antidépresseurs maintenant, Vivian. Elle a dû quitter son travail. Elle pleure tous les soirs. Vous avez ruiné tout son avenir. Adam a ruiné son propre avenir, ai-je dit. J'ai juste arrêté de prétendre que tout allait bien. C'était une seule erreur, a-t-elle claqué. Tout le monde fait des erreurs. Vous étiez censé être la plus mature. Je suis la plus mature, ai-je répondu. Je le laisse garder la bague, les cadeaux, tout. Je ne contre-attaque pas pour harcèlement. Je m'en vais, tout simplement. Alyssa s'est avancée à côté de sa mère, les yeux plissés comme si elle pensait que l'intimidation fonctionnait mieux quand elle était faite en duo. Tu vas le regretter, a dit Alyssa. Aucun homme décent ne voudra jamais de toi après ce que tu as fait. Tout le monde sait que tu es vindicative. Mon avocat a éclaté de rire, ce qui a fait rougir le visage d'Alyssa. Madame, a-t-il dit, elle a reçu plus de 50 messages privés d'hommes la remerciant d'avoir des standards. Je vous promets qu'elle ira bien. Je ne l'ai pas corrigée, même si le nombre était plus proche de la trentaine. Ça ne valait pas la peine de donner quoi que ce soit à Alyssa. Elles sont parties en trombe. J'ai goûté le frisson métallique du soulagement au fond de ma gorge. Un poids s'est levé, mais seulement brièvement, car 3 semaines après la victoire au tribunal, je me suis réveillé avec des messages d'amis disant « Tu as vu ça ?» et « Vivian, c'est à propos de toi. » Adam,
ou plus probablement sa mère, avait lancé un blog. La mise en page ressemblait à n'importe quel site de style de vie un peu triste, en tête pastel, citations inspirantes, photos trop filtrées. Mais le contenu était une réécriture complète de la réalité. Selon le blog, Adam avait été publiquement détruit par une fiancée cruelle et instable qui avait utilisé les réseaux sociaux comme une arme pour l'humilier. Elle prétendait qu'il n'avait jamais triché, que la légende était une mauvaise blague dont je m'étais emparé pour ruiner sa vie, et que j'avais volé des mois de travail et des dizaines de milliers de dollars à leur famille. Les commentateurs ont afflué avec sympathie. Pauvre gars. Quel cauchemar. Elle a l'air psychotique. J'espère qu'il la poursuivra à nouveau. Ça s'est répandu. Des blogueurs locaux l'ont partagé. Quelques influenceurs l'ont reposté avec des légendes sur la cruauté d'Internet. Des gens que je ne connaissais pas m'envoyaient des messages haineux. Quelqu'un a même trouvé mon LinkedIn et a envoyé un message à ma patronne, m'accusant de violence psychologique et de manipulation d'entreprise. J'ai été convoqué au RH. La directrice a fermé la porte, croisé les mains et a dit « Nous avons reçu un message inquiétant. » J'étais venu préparer. J'ai tout étalé, la capture d'écran, le message vocal, les SMS, le jugement du tribunal, le rapport de police. Elle a écouté attentivement, puis a dit « Cela semble être des représailles. Nous allons documenter cela. Si quelqu'un d'autre nous contacte, nous les renverrons au service juridique. » Ce n'était pas la défense vibrante de mon honneur que j'espérais secrètement, mais c'était solide. C'était suffisant. 6 semaines après son apparition, le blog a disparu. Pas d'explication, pas de message d'adieu, juste disparu. Mais les dégâts persistaient. Des articles restaient. Des articles d'opinion restaient consultables. Mon nom était toujours lié au scandale chaque fois que quelqu'un me cherchait sur Google. J'ai pensé à supprimer ma publication Instagram originale, mais mon avocat m'a mis en garde. C'est ta preuve, a-t-il dit. À la seconde où elle disparaît, ils prétendront que tu as tout inventé. Alors, je l'ai laissé, et les gens la trouvaient encore, commentaient encore, se disputaient encore entre eux dans les réponses. À ce moment-là, je pensais que l'histoire allait enfin s'effacer de ma vie. Mais je ne savais pas encore que la fin serait la seule chose à laquelle je ne m'attendais pas. 4 mois ont passé avant que le bruit autour de moi ne s'adoucisse enfin. Le scandale a cessé de ressembler à une plaie ouverte pour devenir une cicatrice que j'avais appris à ne plus toucher. Les gens commentaient toujours la publication Instagram de temps en temps, de petites flambées dans un paysage autrement calme. Mais le désespoir, le choc, la douleur dans ma poitrine chaque fois que quelqu'un mentionnait Adam. Tout cela s'est lentement estompé. Je me suis replongé dans le travail. J'ai dit oui à plus de dîners avec des amis. J'ai même recommencé à dormir toute la nuit sans me réveiller en sursaut à 3 heures du matin, convaincu que quelqu'un martelait ma porte. Il a fallu encore quelques mois avant que je me sente prête à être curieuse à propos des rencontres amoureuses. Pas excitée, pas déterminée, juste curieuse. J'ai rencontré Daniel lors d'un barbecue chez un ami au milieu de l'été. Il était enseignant, calme, doux, avec un sens de l'humour qui semblait sans effort, le genre d'homme qui n'avait pas besoin d'élever la voix pour être entendu. Il ne savait rien du scandale, et être avec quelqu'un de complètement extérieur à cet univers me donnait l'impression de marcher sur un sol frais et propre. Notre premier rendez-vous était simple, un café par un après-midi pluvieux. Puis un deuxième rendez-vous, à flâner dans un marché de rue, à rire de la façon dont il continuait à acheter des collations dont il jurait ne pas vouloir. Au troisième rendez-vous, quelque chose en moi avait suffisamment changé pour que je réalise que je ne tressaillais pas chaque fois que mon téléphone vibrait. Je ne me préparais pas aux attaques, aux accusations ou à la culpabilisation. Mais lors de notre 4e rendez-vous, la réalité m'a finalement rattrapé. Nous étions assis dans un petit bar sur un toit-terrasse, le genre avec des lumières tamisées et de la musique douce, et il a hésité avant de demander quelque chose. Alors, je me sens bizarre d'aborder le sujet, a-t-il dit. Mais quelqu'un m'a parlé aujourd'hui d'une publication de mariage virale, et que tu pourrais être la personne concernée. Ma gorge s'est serrée, mais je n'ai pas paniqué. J'avais répété ce moment 100 fois dans ma tête. C'était moi, ai-je dit. Il n'a pas bronché. Il a juste hoché la tête lentement. Tu veux me raconter ce qui s'est passé? J'ai sorti la capture d'écran, la photo, la légende, la transcription du message vocal. Je lui ai tout raconté, non pas avec la défensive tremblante que j'avais il y a des mois, mais avec le calme qui vient du fait d'avoir survécu à quelque chose et de savoir que vous avez fait ce qu'il fallait.
Il a écouté, les bras croisés nonchalamment, le regard fixé sur le mien. Quand j'ai fini, il est resté silencieux un long moment, puis a dit, « Je suis vraiment désolé que tu aies traversé ça. Ça a dû être horrible. » Ça l'était, ai-je admis. Mais c'est fini. Il a hésité à nouveau. Je vais être honnête. Je n'aime pas l'idée de poster quelque chose comme ça en ligne, mais je comprends pourquoi tu l'as fait. Tu ne voulais pas qu'il contrôle l'histoire. C'est exactement pour ça, ai-je dit. Si je ne l'avais pas posté, sa famille aurait réécrit toute la situation. Il a hoché la tête. Je respecte ta décision, et je respecte le fait que tu connaisses tes limites. Il n'a pas insisté. Il n'a pas fouiné. Il n'a pas demandé plus que ce que j'offrais. C'était la première fois depuis longtemps que je n'avais pas l'impression de devoir défendre ma propre santé mentale. Nous avons continué à nous voir lentement, naturellement, sans pression, sans l'attente lourde et étouffante du « pour toujours », planant sur chaque conversation. Vers cette époque, j'ai entendu par des amis comme un qu'Adam s'était fiancé à nouveau. Un mariage discret au tribunal, pas de grande cérémonie, pas de querelle de famille, pas de confetti ni de voyage entre garçons sur la plage avec lunettes de soleil. Quelqu'un a dit que sa mère avait pleuré à cause de la simplicité de la chose. Quelqu'un d'autre a dit qu'elle insistait sur le fait qu'ils avaient appris de la dernière fois. J'ai espéré sincèrement que ça marcherait pour lui. Pas par gentillesse ou nostalgie, mais parce que je ne me souciais plus assez de lui pour souhaiter le contraire. Quant à ma publication Instagram, elle était toujours là, toujours publique, recueillant toujours le commentaire occasionnel d'étrangers se disputant pour savoir si j'étais une héroïne ou une méchante. J'ai pensé à la retirer plusieurs fois, surtout chaque fois que quelqu'un refaisait surface avec l'histoire juste pour la gratter comme une croûte. Mais la voix de mon avocat restait dans ma tête. C'est ta preuve. Si elle disparaît, ils réécriront la fin. Et peut-être que certaines fins devraient rester exactement telles qu'elles se sont produites. Un soir, des mois après avoir commencé à voir Daniel, un commentaire est apparu sous la publication, enfoui sous des centaines d'autres, simple et presque trop direct. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la légitime défense. Cela m'a frappé plus fort que je ne m'y attendais, parce que c'était la vérité. La vraie vérité. Tous ces mois de chaos, de procès, d'accusations, de scènes de cris et d'innombrables messages essayant de me peindre comme la méchante. Tout cela se résumait à un simple choix que j'avais fait au milieu de la nuit, en fixant mon téléphone dans le noir. J'ai défendu ma vie avant de la lier à quelqu'un qui l'aurait drainée. J'ai perdu environ 25 000 $ en acompte et frais. J'ai perdu le mariage que j'avais autrefois imaginé en détail. J'ai perdu un avenir qui, en réalité, n'avait jamais été le mien. Mais j'ai gagné autre chose. Quelque chose de plus silencieux, mais de plus lourd, et qui vaut bien plus.